dans l'agroalimentaire et vous me disiez dans les collectivités. Oui, absolument. Tout ce qui est cantine, etc. Arrêtez, je m'en doutais. Justement, on est allé voir, on a enquêté dans les cantines scolaires parce qu'évidemment, c'est un sujet qui nous inquiète. Et alors, je ne sais pas chez vous, mais moi, les miens à la cantine, ils sont habitués à ce qu'ils appellent eux-mêmes le pré-mâché. Steak haché, boulettes, merguez, nuggets, et puis on recommence. Donc on est allé voir ce qui s'y passe dans ces cantines scolaires en quête de Thierry Scharf. 6 millions d'enfants déjeunent régulièrement à la cantine. Mais que valent les menus de la restauration scolaire sur le plan nutritionnel? C'est ce qu'a évalué notre partenaire Que Choisir en analysant près de 12 000 menus dans toute la France. Et le bilan n'est pas bien fameux. Diététique et cantine ne font pas toujours bon ménage. Alors, qui sont les cancres et qui sont les bons élèves? Les bons élèves, eh bien, c'est d'abord l'école élémentaire publique qui se classe parmi les premiers de la classe avec une note moyenne de 15 sur 20. Ensuite, dans le secondaire, eh bien, on a des résultats qui sont un peu moins bons au niveau du secondaire public avec une moyenne de 12,6. La raison, c'est notamment parce qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre nutritionnel dans les choix qui sont proposés en self. En effet, lorsqu'on propose d'un côté un poisson brocoli en compétition avec des nuggets frites, il est évident que les élèves auront tendance à préférer plutôt les produits qui sont gras, voire sucrés. Depuis 2011, un décret oblige les cantines à respecter des normes nutritionnelles, une obligation réglementaire destinée à lutter notamment contre l'obésité. Alors, comment les cantines respectent-elles ces règles et comment les mettent-elles en application? C'est ce qu'a cherché à savoir Que Choisir. Anne Béraud fait partie de l'équipe de diététiciens qui a mené l'enquête. On n'est pas au top. Non, on n'est pas au top. Les 3 grandes tendances qui se dégagent, c'est dans un premier temps l'absence de viande rouge non hachée. La deuxième grande tendance, c'est le manque de poisson, qui ne soit pas pané, qui ne soit pas préparé sous forme de brandade. Et puis la troisième absence, ce sont les fruits. Les fruits deviennent de la compote, la viande devient de la viande hachée, les poissons, c'est du poisson pané reconstitué. Et pour le coup, ils ne font plus l'effort de mâcher. Alors c'est vrai que les orthodontistes nous disent attention, il faut réapprendre à mastiquer, à se servir de ses mâchoires. Mais il faut accompagner les enfants là-dessus. Classé 10e au palmarès Que Choisir des meilleures cantines françaises, le 12e arrondissement parisien. Ici, point de Sodexo, Elior, Scolarest ou autres géants privés de la restauration collective. La mairie a choisi depuis plusieurs années de remunicipaliser sa restauration scolaire pour avoir la main sur la qualité des repas. Le changement, ça a été de permettre aux cantinières, au fond, de leur donner toute la place qu'elles méritent au sein de cette production, de ne pas être seulement des exécutantes, mais de pouvoir prendre des initiatives et préparer des repas. D'où l'idée, on achète nous-mêmes et on fait. Acheter des produits équitables, acheter des produits bio, essayer d'augmenter la part du bio. En fait, tous les critères d'une alimentation saine. L'objectif, c'est l'alimentation saine, de bonne qualité pour les enfants. Voilà, c'est une sauce avec des champignons. On a récupéré les sucs de cuisson, hein, le jus. Et on a mis la crème. Et un petit peu de crème, voilà. Vous allez valider. Ça, c'est bon. C'est très bon? Ouais. Oui. Dans cette petite cuisine, on fournit les repas pour 2 écoles élémentaires et une maternelle située dans le même groupe de bâtiments. Soit tout de même plus de 400 repas par jour préparés et servis par le même personnel. Alors puisqu'on parle de traçabilité, d'où viennent les aliments du jour? Nos concombres, ils viennent de notre fournisseur qui nous sert en produits en commerce équitable et en fourniture directe avec des agriculteurs. En général, ces produits-là sont à moins de 150 km. Après les concombres, on a du rôti de veau aujourd'hui qui est servi, qui vient de notre boucher qui est en Picardie. Donc toutes ces viandes naissent, sont élevées, nourries et abattues en France. Et on a bien sûr une traçabilité totale sur nos étiquettes. Tout est indiqué d'ailleurs sur le bon de livraison où il y a la DLC, la naissance, élevage, abattu. On sait de quelle race c'est, qu'est-ce que c'est comme genre de bête. Alors la jardinière de légumes, à part les petits pois qui sont surgelés, tout le reste est arrivé frais. Suite de notre visite au pavillon viande de Rungis. Bon, moi, l'explication de monsieur le grossiste sur la traçabilité me laisse un peu sur ma faim. Je vais cuisiner madame. Bon Marie, quand votre super époux Jean-Christophe me dit ce qu'il y a sur l'étiquette, l'origine qui est indiquée, c'est garanti. C'est un peu survendu, non? Ah non, pas du tout survendu. Non, effectivement, bon, c'est une façon un petit peu rapide de le dire. Il y a tout un processus de traçabilité.
avec un administratif extrêmement complet qui permet de garantir l'origine des produits. Ça veut dire qu'il y a un dossier épais comme ça? Ah oui, tout à fait. Qui suit la bête Exactement. Depuis sa naissance? Alors, depuis la naissance de l'animal, vous avez un passeport, une carte d'identité en quelque sorte, avec un numéro, ses origines, ses ancêtres, et jusque l'abattoir, jusqu'au grossiste, jusque chez le boucher, ce passeport le suit tout au long de la chaîne. Mais alors ici, on découpe les carcasses en plusieurs morceaux parce qu'un client achète tel morceau, un autre achète tel autre morceau. Oui. Et il n'y a qu'une étiquette. Est-ce qu'on ne se perd pas un petit peu dans les origines et les produits du coup? Alors effectivement, c'est toute la complexité de la traçabilité. Il faut bien sûr être capable de conserver sur les bons de livraison ou sur les factures toutes ces informations jusque chez le boucher. Les contrôles sont réguliers. Au petit bonheur la chance, on va avoir dans un instant quelqu'un de la DGCCRF. Et vous faites des autocontrôles, c'est-à-dire? On simule une alerte, oui. On prend au hasard une facture fournisseur et on mesure en combien de temps on est capable d'aller retrouver tous les clients qui ont acheté la viande qui pose problème. Et ensuite, s'il y a des non-conformités dans notre procédure, en quelque sorte, on corrige le plus rapidement possible. Dans le scandale des lasagnes à la viande de cheval, ce sont bien les défaillances du système de contrôle sanitaire qu'on a pointé du doigt. Pas difficile, a priori, de passer entre les mailles du filet. Les regards se tournent vers la répression des fraudes. Alors, Marie Taillard, quand ils vous voient arriver dans les allées, ils tremblent comme des feuilles, non? Ils ont peur? Non. Non, ils n'ont pas peur. Ce sont des professionnels sérieux. C'est jamais agréable pour eux. Mais bon, voilà, on est là pour faire des contrôles. Eux, ils essaient de faire les choses le mieux. Non, laissez-moi vous étonner à présent avec les modes de conservation. Si je vous dis soupe au cobalt, soit vous partez en courant, soit vous ne me croyez pas, vous avez tort, car l'irradiation est devenue un mode de conservation. Eh oui, c'est surréaliste, mais c'est comme ça. Enquête Thierry Scharf. Les méthodes de conservation de nos aliments ne sont pas sans danger pour notre santé, mais difficile pour le consommateur de s'y repérer parmi les différents conservateurs ou autres additifs parfois toxiques. Et si la liste des E quelque chose sur les étiquettes nous laisse souvent perplexes, d'autres dangers liés à la conservation de nos denrées alimentaires ne sont pas toujours bien connus. Exemple avec une méthode de conservation très polémique, tout droit sortie de la recherche nucléaire, l'irradiation. Alors, comme vous le disait Valérie à l'instant, ça vous dirait une petite soupe au cobalt 60 ? En France, vous avez une liste officielle de produits autorisés à être irradiés. Le poulet, les germes de céréales, la gomme arabique, les herbes aromatiques et les cuisses de grenouilles surgelées. D'ailleurs, on constate que seules les cuisses de grenouilles surgelées sont irradiées en France. Le vrai problème de cette irradiation concerne les produits d'importation. Là, on a de gros doutes sur certains produits comme les soupes déshydratées ou les sauces déshydratées et sur certains compléments alimentaires. Mais soyons clairs, les aliments irradiés ne deviennent pas radioactifs. Alors, faut-il s'inquiéter ? Les rayonnements ionisants sont des rayonnements extrêmement puissants qui sont capables de créer de nouvelles molécules avec une grande variété, mais on a au moins isolé une qui s'appelle la 2-alkylcyclobutanone quand on irradie des produits à base de graisse. Et celle-là, elle est au tableau des molécules connues comme étant très probablement cancérigènes. Très efficace pour détruire insectes, parasites, bactéries et moisissures, l'irradiation freine même la maturation des fruits et la détérioration des légumes. Une technique qui pose cependant de sérieuses questions. La dérive de cette technique, c'est de rendre consommables des produits qui seraient normalement non consommables. La réglementation impose que tout aliment irradié soit signalé par ce logo assez peu inquiétant et pourtant quasiment inutilisé. Une traçabilité très peu surveillée. Le vrai problème de l'irradiation des aliments, c'est celui des contrôles. Chaque année, en France, on n'a qu'une centaine de contrôles, alors que, par exemple, en Allemagne, il y en a 3000. Et malgré la faiblesse de ce nombre de contrôles, on arrive à trouver des choses étonnantes. Sur 12 soupes déshydratées au poulet, il y en avait 9 qui contenaient du poulet irradié sans que ça soit indiqué sur le paquet. Heureusement pour nous, en France, la quantité de produits irradiés reste très faible. Mais les conservateurs toxiques sont, eux, massivement utilisés. Pour le docteur Laurent Chevalier, qui vient de publier le livre antitoxique, la toxicité n'est pas une fatalité. Il faut la repérer pour l'éviter. Vous n'avez pas le temps de cuisiner et vous optez pour un sandwich industriel avec date limite de conservation extensible. La liste des ingrédients a de quoi vous couper l'appétit. E300
du E325, du E450, du E451, du E331, du E452, du E407, du E330, du E415. Enfin bref, on ne sait rien ensuite de l'effet cocktail de tous ces additifs. Toujours pressé, vous préférez un plat cuisiné. Là aussi, la liste des additifs est longue, mais le danger n'est pas que dans les ingrédients. Vous savez que l'aliment, aujourd'hui, doit être considéré dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il faut absolument tenir compte de l'emballage. Or là, pour l'emballage, on n'a aucune information sur le plastique qui entoure le produit. D'une manière générale, soyons prudents. Et quand on fait réchauffer un plat, on va le faire réchauffer entre deux assiettes, pas dans le plastique ou dans du verre tout simplement. Et la purée préférée des enfants. Là encore, des conservateurs inquiétants. On trouve des sulfites dans ce genre de purée. Or, les sulfites peuvent créer un certain nombre de réactions. On ne les tolère pas forcément toujours bien. On peut trouver même des antioxygènes qui s'appellent par exemple du E320 ou BHA pour lequel on a un certain nombre d'interrogations. Ce peut être un cancérogène possible. C'est aussi ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien qui modifie le métabolisme. Il faut bien comprendre que les conservateurs peuvent être utiles pour avoir une meilleure conservation des produits, mais finalement, on introduit de la chimie de synthèse qui n'est pas toujours très bien maîtrisée, et la meilleure des conservations, ça reste le froid. Donc, on prend des produits froids ou on prend des produits surgelés, on prend des produits frais, et là, on évite quand même un grand nombre de produits chimiques de synthèse. Pas facile pourtant d'éviter les produits alimentaires les plus toxiques quand on n'a pas toutes les informations. La quantité d'additifs n'est ainsi jamais indiquée. Quant aux fruits et légumes, impossible de savoir ce qu'ils contiennent vraiment. Alors on ne vous le dira jamais assez, lavez-les bien et lisez les étiquettes des produits industriels.